adjoint parlementaire du premier ministre responsable des Québécois d'expression anglaise. Donc, j'avais la responsabilité de la communauté anglaise du Québec et j'étais aussi adjoint parlementaire pour le ministre pour la lutte contre le racisme. J'ai aussi siégé sur différentes commissions, tout ça pour dire que dans les 4 dernières années, à Laval, il s'est passé des choses. Même si j'étais tout seul sur l'île de Laval, il y a eu des beaux projets, notamment en environnement, où on a pu travailler avec la ville de Laval, avec Mme Dufour à l'époque, qui était responsable de l'environnement. On a fait l'acquisition de les 2 grosses îles. Ça, c'était un dossier qui, depuis longtemps, traînait pour être protégé. Et ensemble, le gouvernement du Québec a mis des sous sur la table pour aider la ville à faire l'acquisition de ces 2 îles-là. Il en reste une autre et il en reste plusieurs autres à protéger. Mais le point, c'est de dire que le gouvernement du Québec, avec la Coalition Avenir Québec, est un gouvernement qui veut aider les villes à faire mieux. On a déjà fait des annonces en ce sens et on va continuer. Malheureusement, M. Skeet, c'est terminé. Vous avez utilisé votre temps. Alors, Mme Dufour du Parti libéral. Merci. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, Virginie Dufour, je suis candidate du Parti libéral du Québec dans Mille-Îles. Mille-Îles, c'est l'est de l'île. 30% du territoire agricole, presque une grande partie se trouve à cet endroit-là. Mais là, c'est aussi les rivières, le confluent des rivières. J'ai choisi ce comté-là parce que c'est le comté qui me représentait le plus. Comme je vous disais, en fait, je ne l'ai pas dit, je me répète. Écoutez, moi, je me suis lancée en politique parce que j'avais une préoccupation pour l'avenir de mes enfants. Je suis tombée enceinte à peu près au moment où je me suis lancée en politique en 2009 la première fois. C'était au niveau municipal à ce moment-là. Gilles Vaillancourt était maire de Laval et ça n'allait pas bien pour l'environnement à Laval. Et j'ai décidé de me battre contre ça. J'ai malheureusement pas été élue en 2009, mais en 2013, ça a été la bonne. Puis je pense que toutes ces années-là, en 2009-2013, j'ai travaillé le plus fort possible avec mes collègues de l'époque pour être une opposition à Gilles Vaillancourt. Et là, en 2013, j'ai eu le rôle, j'ai été élue conseillère municipale et on m'a donné le rôle au comité exécutif de responsable de l'environnement, l'urbanisme et d'autres dossiers également, mais ceux-là, c'était ceux qui me tenaient le plus à cœur. Et j'ai toujours dit que le lien entre l'urbanisme et l'environnement est énorme. L'aménagement du territoire, c'est la base qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs en environnement. Effectivement, M. Skeet m'a mentionné que je travaillais sur des dossiers des 2 grandes îles, des 3 à l'époque, mais bon, on en a 2 qui ont été acquises. Il y a énormément de dossiers sur lesquels j'ai travaillé, mais à un moment donné, je me suis dit, je peux faire plus que ça. Je pense que le virage vert, c'est fait. Là. La ville, ça va bien. On est dans la bonne direction. Maintenant, on peut aller plus loin. J'aimerais ça aller le faire au provincial. Le dossier du ruisseau Barbe est un des dossiers qui m'a motivée à peut-être changer de camp parce qu'il y en a qui l'ont peut-être lu, mais j'ai approché à un moment donné un autre parti politique. Et ça, c'est un dossier qui m'a motivé beaucoup à me dire il faut un chien de garde à l'Assemblée nationale, il faut quelqu'un pour l'environnement et c'est ce que je veux être. Maintenant, pourquoi le Parti libéral du Québec? Parce que Dominique Anglade m'a démontré qu'elle y croyait au changement climatique, qu'elle y croyait à l'importance de l'environnement. Elle veut le voir d'un angle aussi économique. Et ça, c'est vraiment intéressant pour… Il vous reste 30 secondes, Mme Dufour. Oui, j'ai un timer ici. Et donc, je trouve que c'est vraiment intéressant, l'angle économique pour que tout le monde puisse bénéficier. Mais bref, il y a beaucoup de dossiers à faire au niveau provincial et c'est mon intention de m'y attaquer. On pourra parler plus en détail des engagements plus tard. Merci. Alors, merci pour votre exactitude. Maintenant, on va passer à M. Lajoie pour Québec solidaire. Parfait. Merci. Je vais commencer d'abord par remercier le CRE de Laval, Lavalzen, de nous accueillir aussi ce soir au Collège Montmorency. On est vraiment bien accueillis avec une centaine de personnes. Je remercie aussi M. Skeet d'être là. La CAQ, vous avez fui plusieurs débats de l'environnement. J'apprécie que vous soyez là ce soir. Ça fait une bonne voix pour nous. Merci beaucoup. Moi, ce soir, en fait, là, je viens vraiment vous parler effectivement du meilleur plan pour l'environnement. Québec solidaire, nous avons le plan le plus ambitieux pour réduire les gaz à effet de serre. Je vais vous faire la démonstration concrète que les actions qu'on veut prendre pour l'environnement, c'est ce qui va nous faire vraiment changer d'air, ce qui va faire en sorte que réellement, on va sortir de la crise climatique au Québec et qu'on va faire des actions vraiment d'importance pour faire en sorte que la crise climatique, on va la battre. Moi, je suis père de famille, j'ai 2 jeunes enfants. C'est pour ça que ça me motive, parce que mes 2 jeunes enfants, je veux les voir grandir dans une planète qui ne va pas être en train de brûler.
En ce moment, on a eu des grosses crues là, dans les dernières semaines. En ce moment, l'Europe est en train de brûler. Pour moi, c'est important que notre terre reste exactement celle dans laquelle j'ai grandi pour mes enfants qui vont grandir. Je suis un homme travaillant, puis pour mon background, en fait, je travaille pour Startup Montréal. C'est une entreprise, c'est une organisation à but non lucratif qui aide les entrepreneurs de tous les secteurs. Puis on a, depuis que je suis arrivé chez Startup Montréal, développé une volonté d'amener de l'impact, faire en sorte que les startups qui sont en général génératrices d'innovation considèrent encore plus l'impact dans leur modèle d'affaires. L'année dernière, j'ai démarré une première initiative qui s'appelle la Semaine d'impact, justement pour conscientiser les startups, les innovations technologiques à incorporer de l'impact. Je connais les enjeux d'environnement, je connais exactement aussi le programme de Québec solidaire. Et comme je vous dis, je suis prêt à en faire la démonstration ce soir. Je suis prêt à accueillir vos questions. Puis c'est notre plan. Puis Karine ici, que je vois très bien, c'est la plus grande défensrice de tout ce qui est les îles, finalement, de la rivière des Mille-Îles. Elle était là, justement, pour parler du ruisseau Barbe. Elle a mené une action militante et c'est ce qu'on fait chez Québec solidaire. On part de la base, on fait des actions militantes pour faire en sorte que ce soit les gouvernements qui répondent à notre mobilisation. Le gouvernement est souvent dans l'inaction quand il vient le temps de faire des actions. C'est les gens qui doivent faire la motivation et c'est nous, les gens, on représente la population et on peut faire ces actions-là. Donc, sur ce, je vais laisser les questions pour on va pouvoir aller plus loin dans les enjeux d'environnement ce soir. Merci. Excellent, merci à tous. Alors, on passe maintenant à la phase des questions. La première question du débat porte sur le thème de la préservation des milieux naturels. La mise en contexte est un petit peu plus longue compte tenu qu'il s'agit d'un enjeu spécifique. Ça va être à M. Lajoie à commencer parce qu'on alterne l'ordre des réponses. À Laval, l'affaire du boisé du ruisseau Barbe témoigne des difficultés que peuvent rencontrer les municipalités qui désirent faire respecter leurs règlements liés à la protection des milieux naturels par le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Dans ce dossier, le ministère affirme avoir accordé son autorisation parce que la demande du promoteur a été faite avant la mise en vigueur du règlement de contrôle intérimaire de Laval. En théorie, pour les projets en milieu humide, la loi sur la qualité de l'environnement oblige le MELC à prendre en considération notamment les objectifs de conservation prévus dans un schéma d'aménagement ou dans toute mesure de contrôle intérimaire. Pourtant, la perception publique à Laval est que ce ministère accorde systématiquement toutes les demandes d'autorisation en milieu naturel qui lui sont faites, que ce soit pour les boisés ou pour les remblais en milieu humide. La question maintenant, comment votre parti entend-il concilier les efforts faits par les municipalités pour protéger les milieux naturels de leur territoire et l'approche client du ministère de l'Environnement? Excellente question. Vraiment, dans le fond, nous, notre programme prévoit un changement de la gouvernance, c'est-à-dire que l'État québécois doit réaliser littéralement qu'on est en crise climatique. Évaluer chaque projet de chaque ministère comme si justement on devait considérer les impacts environnementaux. Puis là, justement, le ministère de l'Environnement, vous le dites, le ministère de l'Environnement, c'est lui qui a accordé le CA 22 justement pour faire ensuite l'acquisition dans le fond des territoires du ruisseau Barbe. Ça, c'est une aberration. C'est lui qui est supposé protéger l'environnement et c'est lui qui accorde finalement des droits sur des promoteurs immobiliers, des volontés finalement de détruire un milieu naturel qui est déjà sain, qui est bien accompli, qui finalement qui va faire en sorte qu'il va être plus dommageable parce qu'il y a des crues dans la rivière, en fait dans le ruisseau Barbe, qui va faire des inondations. Les rivières, une fois qu'on les ensevelit, continuent de suivre leur berceau. Fait qu'on va se retrouver avec des terrains tout le temps humides, des situations encore plus problématiques. Nous, notre programme également, c'est d'augmenter le financement de la trame bleue. La trame bleue, merci beaucoup, monsieur. La trame bleue, la trame verte, parce que la CMM doit avoir un meilleur pouvoir d'achat pour vraiment faire de l'acquisition des terres. Pas juste les mettre en mode conservation, vraiment aider la ville à faire des acquisitions de terres puis vraiment de les protéger. On parle du ruisseau Barbe, mais il y a plein de terres également qui sont potentiellement sous une possibilité d'être développées par des promoteurs immobiliers partout sur l'île de Laval. En ce moment, c'est vrai que oui, on a une volonté de la ville de Laval de faire en sorte qu'il y ait une certaine protection. Oui, on a fait un changement au niveau de l'urbanisme, mais ça peut toujours changer. Une nouvelle administration peut être mise en place. Tout ça peut être défait. Il faut de la protection. Il faut que le gouvernement du Québec assume sa position claire. Il faut dire non au dézonage. C'est les milieux humides qui vont nous sauver, particulièrement à Laval. En plus des milieux humides, effectivement, il y a aussi les terres agricoles qui ont eux aussi des milieux humides qui ne sont pas protégés. C'est possible aussi que ces milieux-là ne soient pas également considérés. Et qu'il faut comme tout mettre en ligne de compte. Je vous le dis parce que Québec solidaire, à Laval, en plus, on a l'endossement d'ancien directeur général du CRA de Laval, Guy Garand, qui appuie notre campagne, qui nous a dit tous les enjeux. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on a une crédibilité dans notre plan.
On a des experts derrière le plan climat, on a des experts qui viennent nous dire que c'est effectivement le meilleur plan pour réduire les GES et s'assurer d'une bonne transition écologique. C'est la première démonstration, c'est les milieux naturels, c'est les milieux humides, faire en sorte qu'on ait un pouvoir d'achat et qu'on aide les villes dans cette direction-là. 30 secondes encore. Je peux terminer sur la dernière chose. La fiscalité des villes n'est pas utile en ce moment. Uniquement servir des taxes municipales pour faire leur fiscalité n'est pas le bon mode de fonctionnement. On le dit à l'UMQ, on va le redire, on doit changer ce mode de fonctionnement-là pour que les villes puissent ne pas juste tirer profit de la spéculation financière. Merci. Alors, merci, M. Lajoie. On passe maintenant à Mme Dufour pour le Parti libéral. Merci. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Le ruisseau Barbe, pour moi, c'est une aberration. J'ai été je crois, j'essaie de me rappeler, là, mais c'était peut-être en 2017, en commission parlementaire. Alors, à l'époque, c'était un gouvernement libéral qui était au pouvoir et il y avait un projet de loi pour les milieux humides et hydriques qui était analysé. Il a été adopté aussi. Et cette loi-là, elle est assez claire que la première étape que le ministre doit appliquer, c'est d'éviter le remblaiement de milieux humides ou hydriques. La deuxième étape, c'est de réduire si empiètement nécessaire il y a. Et c'est en dernier lieu que la compensation doit se faire, la compensation financière. Mais dans tous les cas ici, à Laval, ce qu'on a vu, c'est la compensation est automatique. On passe directement à la compensation financière. Et là, par la suite, on cherche où est-ce qu'on va en refaire des milieux humides. Mon collègue, M. Lajoie, l'a mentionné, il y a eu des inondations en 2017-2019. Ça a été assez impressionnant. J'étais aux premières loges de ces inondations-là. Les milieux humides, ce sont des éponges. On en a besoin, mais on en a remblayé beaucoup trop à Laval. On ne peut plus en remblayer. Ça doit cesser. Mais la première étape, il faudrait que le ministre applique sa propre loi. Elle existe, la loi. Elle est là. L'outil est là. Au Parti libéral, l'engagement qui a été pris, c'est que la première ministre soit responsable de tout ce qui est lutte au changement climatique. Donc, ça va découler d'en haut. Si ça part d'en haut, par la suite, tous les ministères, veut pas, vont avoir cette vision-là. Quand c'est un ministère, qui est le ministère de l'Environnement, qui est en opposition à tous les autres ministères, ministère économique, et vous les connaissez, les autres ministères, puis on peut se demander dans les 4 dernières années si ce n'est pas le ministère de l'Économie qui a pris le devant sur le ministère de l'Environnement. Parce que j'ai rencontré souvent M. Charette, le ministre de l'Environnement, et c'est une bonne personne. Et je ne crois pas que c'était juste lui qui en tout cas, j'ai l'impression qu'il a ces valeurs-là environnementales. Alors, je me pose la question et je pense que d'opposer économie à environnement, il faut que ça cesse et ça doit partir d'en haut. Donc, ça, c'est le point majeur que je pourrais vous dire qui aurait un impact sur l'enjeu. Oui, j'ai oublié de mon timer. Donc, pour le reste, écoutez, le Parti libéral s'engage à atteindre 30 d'aires protégées d'ici 2030, mais à la base, même si on veut atteindre ça, il faut commencer par respecter la loi, tout simplement. Merci. Merci bien. Alors, on passe maintenant à M. Skeet pour la Coalition Avenir Québec. Merci beaucoup. Bien, effectivement, il faut protéger davantage les milieux humides et d'autres secteurs à protéger. C'est tellement important et je pense qu'on doit mettre l'épaule à la roue tout le monde. Laval, on l'a dit, a été développé de manière assez cavalière avant la présente administration. Je dirais que le problème avec cette historique-là, c'est qu'on vit encore avec les conséquences. Il y a énormément de terrains qui ont été achetés, qui sont désormais dans les mains des privés. Les gens privés ont des droits. Et la loi actuelle, la loi de l'environnement, ne permet pas au ministre de décider que sur terrain X, Y, Z, on n'a pas le droit de construire ou on n'a pas le droit de faire une compensation si ultimement on veut se rendre là. Alors, ça fait des mois que je pose la question. Donnez-moi le levier légal dans la loi sur l'environnement qui permettrait au gouvernement de décider d'arbitrairement d'enlever le droit au promoteur de construire sur son terrain et on va l'appliquer parce qu'il n'y a personne à Laval qui veut continuer à défaire nos milieux humides. Il n'y a personne. Il n'y a pas une personne à Laval qui pense que c'est une bonne idée de remblayer les milieux humides de notre ville. Mais la réalité, c'est que ces gens-là ont des droits. Et le ministre, lui, dans l'application de sa loi, doit dire « OK, mais si vous insistez à remblayer,
Mais d'abord, vous allez devoir compenser. Dans ce cas-ci, c'est dans les millions de dollars la compensation qu'on va se servir pour acheter d'autres gros sites. Mais comment on fait pour prévenir ça à l'avenir? On prévient ça à l'avenir en mettant des sous pour l'achat de terrain. Si jamais le gouvernement du Québec voulait l'acheter, le ruisseau Barbe, c'est évalué à peu près, dépendamment de qui on écoute, entre 30 et 40 millions de dollars l'achat de ce terrain-là. Si la Ville de Laval veut prioriser l'achat de ce terrain-là pour le protéger, je l'ai déjà dit, le Québec, le gouvernement du Québec, le gouvernement va être présent. Parce que ce n'est pas au gouvernement du Québec, du haut de sa tour d'ivoire, de décider c'est quoi les priorités pour les villes. La Ville de Laval a mis 100 millions de dollars pour l'acquisition de terrain et l'acquisition de terrain pour la protection. Le gouvernement du Québec est prêt à faire sa part dans ces projets-là. Alors, on demande juste à la Ville de prioriser ces projets et on va embarquer. Alors, l'argent y est, le gouvernement du Québec est prêt à le faire. Là, c'est un choix collectif. Puis ce n'est pas le gouvernement du Québec qui va imposer ça à la Ville. On est prêt à collaborer, on va être présent, puis on va répondre présent. Alors, je répète la question pour le ruisseau Barbe. 30 secondes, M. Skid. Il n'y a personne ici qui souhaite que ce terrain-là soit développé. Tout le monde est d'accord que c'est un joyau écologique. Donnez-moi le levier, donnez-moi l'outil actuel où ce que le ministre aurait le pouvoir de le faire et on va le regarder absolument, mais ça n'existe pas dans la loi pour le faire. Merci beaucoup. Alors, M. Lucier Clément pour le Parti conservateur du Québec. Merci. Vous avez raison quand vous dites qu'il n'y a personne qui veut détruire les milieux humides et les environnements protégés, qu'on devrait protéger à Laval et partout ailleurs. Dans notre plateforme, j'essaie de trouver dans notre plateforme, puis vous savez peut-être, on n'en parle pas dans notre plateforme. Il y a plusieurs choses qu'on ne parle pas dans notre plateforme. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est important pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants. Et ça va dans la même direction que vous venez juste de dire. On a besoin de le protéger. Ceci dit, pour protéger, pour acheter ces terrains-là, on a besoin de renforcer des coffres de l'État. On a besoin d'avoir plus de budget dans l'État. Pour ça, on doit avoir un État qui est plus efficace, qui est plus petit, qui répond aux besoins des citoyens et qui ne va pas... on a une décentralisation de différentes choses. On veut améliorer l'efficacité de l'État. Donc, pour pouvoir acheter des terrains comme ça, on a besoin d'avoir cet argent-là. Donc, pour nous, c'est important de dire, on va mettre les choses en premier, on va s'assurer que l'État serve la population, qu'on puisse s'assurer que l'environnement est protégé et qu'on ait le budget pour pouvoir le faire. Et cette question-là des milieux humides, la question aussi de la purification de l'eau usée, c'est une question qui est aussi importante que les gaz à effet de serre. C'est une question d'environnement, c'est une question de milieu de vie. Et quand on parle d'environnement, on parle de pouvoir vivre aussi au Québec, bien dans notre environnement, dans la place où on est. Et dans ça, il y a aussi prendre soin de tout l'aménagement de la ville. Et je suis content que Laval ait été dans cette direction-là, dans la direction de faire vraiment des lois pour améliorer l'intégration des arbres, l'intégration, s'assurer que on améliore vraiment notre empreinte écologique. Et l'efficacité énergétique fait aussi partie de ça. J'aimerais voir plus de stationnement aussi, ou plus d'endroits qui permettent d'assurer que l'eau de surface n'aille pas dans nos égouts et puis déborde dans nos milieux humides pour après ça défaire nos milieux humides, détruire nos milieux humides avec des problèmes avec notre faune et notre flore. Donc, c'est dans cette direction-là qu'on veut aller. Merci. Il vous reste encore 30 secondes, mais je comprends que vous ne voulez pas les utiliser. Non, c'est correct. Parfait. Alors, merci beaucoup. On passe maintenant à Mme Fiola pour le Parti québécois. Alors, pour nous, ce qui s'est passé ou ce qui se passe plutôt actuellement au ruisseau Barbe, c'est inacceptable, tout simplement. C'est un milieu humide qui avait été identifié comme d'intérêt pour la ville de Laval. Ce n'est pas normal que le ministère de l'Environnement permette ou donne plutôt des permis pour la construction dans des milieux humides comme ça, qui ont été identifiés par la ville de Laval comme un milieu humide d'intérêt. Il devrait y avoir plus de communication entre les villes et le ministère. Vous savez, quand la loi sur la qualité de l'environnement a été changée quant à l'adoption des permis de construction dans les milieux humides, on a enlevé un petit peu un droit de parole aux villes.
Puis les villes sont bien placées pour savoir c'est quoi les milieux qui sont importants pour les citoyens ou lesquels ils doivent être sauvegardés. Vous savez, les villes ont tous des plans de l'urbanisme pour savoir qu'est-ce qu'on veut sauvegarder, qu'est-ce qui est dans nos plans à sauvegarder, qu'est-ce qui ne l'est pas. On a tous des schémas d'aménagement aussi qui prennent ça en compte. Donc, c'est important de communiquer plus avec les villes. Et nous, ce qu'on veut faire, en fait, c'est s'assurer justement, avant de prendre des décisions de ce genre-là, de collaborer plus avec les villes puis que les villes soient incluses dans ces décisions-là. Alors, ça, c'est ce qu'on veut faire pour répondre à la question. Ensuite de ça, on veut aller plus loin. On veut travailler, bien entendu, pour la conservation volontaire. Donc, il y a des milieux naturels actuellement qui sont possédés par des gens au privé. Pour les inciter à sauvegarder ces milieux naturels-là, on veut faire des remboursements de taxes. En fait, c'est un incitatif tout simplement pour qu'ils les gardent, ces terrains naturels-là, pour éviter qu'ils les vendent, pour ensuite qu'il y ait des développements. Alors, la conservation volontaire, c'est vraiment pour nous quelque chose d'important qu'on veut s'assurer de mettre de l'avant. Et bien entendu, au niveau des milieux naturels, on veut aussi aider les municipalités. En fait, c'est vraiment les municipalités qui devraient avoir plus de pouvoir à ce niveau-là dans les milieux naturels. Donc, on veut les aider aussi à faire du verdissement. Moi, je me présente dans Laval-les-Rapides, puis dans les tours Urbania à côté du métro. Les gens me disent hey, « il fait chaud, il n'y a pas d'ombre, c'est juste du béton. » Laval est vraiment réputée pour être une ville de béton. Alors, il faut s'assurer de plus verdir ce qu'on a actuellement, non seulement de sauvegarder nos milieux naturels qu'on a, mais de rajouter de la verdure. Alors, nous, on veut aider les villes financièrement à faire ça pour non seulement protéger nos milieux naturels, nos milieux humides qui ont une très grande valeur pour l'environnement, mais aussi de s'assurer de réduire nos îlots de chaleur parce qu'il y en a beaucoup à Laval, malheureusement. C'est un grand enjeu pour nos citoyens. Alors, nous, au Parti québécois, c'est toutes des choses sur lesquelles on veut travailler là, avec les villes. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant passer à la deuxième question. Ça va être vous, Mme Fiola, qui allez répondre en premier. Donc, vous pouvez garder votre micro. On passe maintenant au deuxième thème, c'est le thème de l'agriculture. Si la récente pandémie nous a rappelé l'importance de l'autonomie et de la souveraineté alimentaire, l'impact environnemental du secteur agricole est connu depuis longtemps. Alors maintenant, la question, comment aiderez-vous les agriculteurs à réaliser la transition écologique tout en protégeant la production agricole face au changement climatique? De plus, comment votre gouvernement compte-t-il assurer la pérennité du zonage agricole, souvent fragmenté au gré des projets soumis? Merci. Alors, vous savez, on perd environ 2000 hectares par année au Québec de terres agricoles. C'est une ressource très importante pour nous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, aller acheter mes fruits et légumes l'été au marché à côté, je trouve ça vraiment le fun, puis j'aimerais ça qu'on en aille plus. Malheureusement, nos fruits et légumes qui viennent du Mexique, qui viennent de la Californie, doivent faire un grand voyage pour se rendre ici, ce qui émet plus de gaz à effet de serre. Donc, mettre de l'argent, mettre des ressources pour utiliser plus nos terres agricoles ici, ça va être important pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, on a plusieurs choses en place pour aider nos agriculteurs. Il y a environ 5 de la superficie du Québec qui est zonée agricole. On ne veut pas que ça descende. Donc, c'est sûr qu'on veut aider à faire en sorte qu'il n'y en ait plus de dézonage pour les terres agricoles. Il y a de ce 5 %-là, il y en a environ 56 % qui sont cultivés actuellement. On a de la misère avec la main-d'œuvre. Ce n'est pas quelque chose qui vous surprend, surtout au niveau agricole. Alors, on veut mettre en place des incitatifs, non seulement pour les acheteurs de terres, mais aussi pour les vendeurs. À Laval, on a de la misère à acheter même des maisons. Donc, vous pouvez imaginer les terres agricoles, à quel point ça coûte cher. C'est plusieurs millions de dollars. Alors, on va mettre en place des prêts à long terme fixes et bas pour les acheteurs des terres. Et pour les vendeurs, on veut mettre en place des incitatifs fiscaux pour qu'ils vendent ces terres-là à la relève agricole. On va aussi bonifier les programmes financiers pour notre relève agricole. Donc, c'est toutes des choses qu'on veut mettre en place vraiment là, pour ce 56 % de terres qui sont actuellement cultivées. Pour le reste, le 44 % qui reste de terres qui sont zonées agricoles mais qui ne sont pas utilisées actuellement, on va mettre des pénalités pour les gens qui ont ces terres-là mais qui ne les utilisent pas, qui sont en friche actuellement.
Ça va mettre en fait un incitatif pour que ces terres-là soient utilisées, pour qu'on ait plus d'agriculture locale. On veut viser une indépendance au niveau alimentaire. On le voit là, quand il y a des guerres ou des choses comme ça, il faut qu'on soit plus à l'interne, il faut qu'on ait plus notre alimentation à l'interne. Alors, c'est par des mesures comme ça pour encourager la relève, pour encourager l'utilisation de nos terres locales qu'on va aider ce problème-là. Alors, je vous dirais que c'est à peu près ça. C'est sûr qu'au niveau agriculture, on veut aussi faire une transition écologique, donc aider nos agriculteurs à avoir plus de machinerie électrique. Donc, on veut aider nos agriculteurs là-dedans. Puis, c'est sûr qu'au niveau des pesticides, les pesticides, c'est quelque chose de quand même important sur lequel il faut se pencher. Nous, on s'engage à interdire dans les 100 premiers jours de notre mandat l'utilisation de certains pesticides nocifs, dont le glyphosate. Merci. Merci, Mme Fiola. Monsieur Lucie Clément, maintenant pour le Parti conservateur. Oui. Vous savez, les agriculteurs utilisent des engrais et puis le coût des engrais a augmenté de presque 3 fois, de 2 fois et demi. Donc, il y a plusieurs enjeux au niveau des agriculteurs qui ont. Le coût des engrais est relié à 90% au coût des hydrocarbures. Au Parti conservateur, ce n'est pas une cachette. On veut utiliser pour pouvoir se donner la permission d'exploiter nos ressources en hydrocarbures. Ça va nous permettre de descendre les gaz à effet de serre d'une façon globale, parce qu'il y a des pays dans le monde qui utilisent des méthodes autres, par exemple le charbon, qui sont encore plus polluants que les hydrocarbures qu'on veut exploiter. Mais autre que ça, on a besoin de ces hydrocarbures-là pour créer les engrais pour nos agriculteurs. On veut aussi aider, c'est dans notre plateforme, encourager l'entrepreneuriat environnemental. Donc oui, on est pour, et je te vois sourire, oui, on est pour un environnement plus sain et on est pour une agriculture qui est plus naturelle. Okay? Il faut faire ce virage-là graduellement avec les ressources, avec les entrepreneurs, avec nos fermiers, nos fermières. Okay? C'est ces gens-là qui sont sur le terrain et qui savent comment faire les choses présentement. On a besoin de les supporter et les produits chimiques qu'on a ou excusez-moi, je perds mes mots. Les pesticides, merci. Il y en a qui sont dangereux, effectivement. Il y a des réglementations qu'on a besoin de changer. Mais on a besoin de le faire d'une façon à ne pas causer un problème à nos agriculteurs. Okay? Nos agriculteurs sont là, on a besoin de leur parler et c'est ce qu'on veut faire au Parti conservateur du Québec. Parler aux gens qui sont concernés, s'assurer qu'eux, ils peuvent nous répondre c'est quoi la problématique qui se passe, qu'est-ce qui arrive avec quoi. Parce que quand on parle des engrais, peut-être vous ne le saviez pas, mais eux, ils le savaient, okay? Que ça coûte 3 fois plus, 3 fois le prix et que c'est lié aux hydrocarbures. Et ils utilisent beaucoup d'hydrocarbures et aussi les batteries qu'on mettrait dans les tracteurs. Je ne sais pas si vous savez combien de force un tracteur, mais les batteries qu'on mettrait dans un tracteur, ils prennent du lithium. Ce lithium-là doit être cherché dans des mines. Et il y a une question environnementale là aussi. Donc, c'est un tout. Il faut vraiment prendre soin de regarder la question de tous les côtés et vraiment écouter les gens qui sont sur le terrain, nos agriculteurs. Merci. Merci bien, monsieur. Alors, on passe maintenant à M. Skeet pour la Coalition Avenir Québec. Moi, je me souviendrai toujours des premiers moments de la pandémie. Les premiers moments de la pandémie, on l'oublie, mais il y avait un voisin au sud qui était dirigé par un dénommé M. Trump. Il y avait une politique de protectionnisme et pendant un petit moment, on avait peur au Québec que les États-Unis fermeraient la frontière et qu'on serait privé de fruits et légumes. N'importe qui lit le livre d'Alec Castonguay, le printemps le plus long, où il était présent dans l'antichambre pour ces discussions-là, il évoque la peur qu'on a eue. Avec ça, le premier ministre le dit à plusieurs reprises, on a pris le taureau par les cornes. Une des choses qu'on a fait, c'est qu'on a développé une stratégie de croissance des serres. L'idée ici, c'est de profiter de notre hydroélectricité pour développer notre capacité interne pour répondre à nos besoins en fruits et légumes.
même les fruits et légumes qui sont hors saison, même les fruits et légumes qui sont normalement pas disponibles au Québec. L'avantage du Québec à ce niveau-là, c'est la capacité d'utiliser notre énergie verte pour produire ici ce dont on a besoin et possiblement réduire notre dépendance sur les importations, ce qui, évidemment, a une incidence sur les GES associés au transport. On a aussi investi plus de 530 millions de dollars pour l'achat de produits québécois. Déjà, ici au Québec, grâce au gouvernement du Québec, on consomme 11% de plus de fruits locaux grâce à cet investissement-là. Et ça, c'était un plan qu'on a mis en place justement pour nous aider à être un petit peu plus autosuffisants. Et déjà, on a cultivé en 2021 pour 55 hectares de fruits et de légumes localement. On est déjà, dans la première année, à 50% de notre objectif de 2025. Donc, c'est clair qu'il y a une demande. Les Québécois nous demandent de consommer localement et nous, on veut continuer à les aider à le faire. Il y a des entrepreneurs qui se lancent aussi dans la production atypique. Je pense à j'ai parlé avec une jeune ingénieure qui me parlait d'un producteur qui, lui, voulait produire des pêches québécoises. C'est pas évident faire des pêches au Québec. Il a perdu sa première récolte, mais avec l'aide du gouvernement du Québec, il va continuer à essayer justement pour qu'on puisse le faire. Donc, c'est 30 secondes. C'est le genre des initiatives comme ça qu'on veut lancer. Je pense qu'on est capable, je pense qu'on a l'audace et on a l'énergie verte pour le faire. Donc, on est totalement en accord avec le développement de cette économie locale-là et surtout l'autosuffisance. Merci beaucoup. On passe maintenant à Mme Dufour pour le Parti libéral. Merci. Écoutez, le Parti libéral et le Parti québécois se ressemblent beaucoup sur certains sujets et c'est l'agriculture, je pense, qui va nous rapprocher le plus parce que ce qu'a dit Mme Fiola ressemble beaucoup au plan du Parti libéral du Québec. Notamment l'incitatif fiscal, parce que, bon, on a parlé de la valeur, de la très grande valeur que les terres agricoles ont aujourd'hui et ça devient très difficile pour la relève d'acheter des terres agricoles. À Laval, il y a eu beaucoup de spéculation et les terres sont vraiment rendues à un prix exorbitant. Donc, un incitatif fiscal lors de la revente à la relève, c'est sûr que ça pourrait vraiment aider aux jeunes, aux héritiers, entre guillemets, de pouvoir reprendre l'entreprise familiale. Mais il y a un autre enjeu, c'est que les terres, souvent, elles sont très, très grandes. Et donc, de facto très, très dispendieuse. Donc, il y a un autre élément qu'on aimerait pouvoir permettre, le morcellement, mais attention, pas à n'importe quel usage, parce que le morcellement, présentement, est très difficile des terres agricoles. Là. Donc, il ne faut pas que ça devienne un bar ouvert pour les promoteurs. C'est vraiment, vraiment dans des cas d'agriculture. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, on avait un monsieur voulait transformer la terre qu'il avait en fermette, faire des plus petits espaces, mais accessibles à plus de gens parce que sa terre étant immense, c'était difficile de trouver quelqu'un pour prendre la totalité de la terre. Ça, ce n'est pas malheureusement possible actuellement, selon la loi qu'on a actuellement. C'est très difficile d'obtenir l'autorisation de la Commission de protection, la CPTAQ, Commission de protection des terres agricoles du Québec. Il y a aussi une réforme de la loi sur la protection du territoire agricole qu'on aimerait faire, mais de concert avec le monde agricole. Il y a beaucoup d'innovations qui sont freinées ou qui sont difficiles parce que la loi elle est un petit peu désuète actuellement. Et puis, évidemment, on parle de pesticides, ça, on se rejoint à 100% d'aller vers une agriculture plus verte, moins de pesticides, mais pour ça, il faut accompagner les agriculteurs. Et je sais qu'il reste 30 secondes. C'est bon. 32, 31. Écoutez, donc, il faut les accompagner. Donc, on veut mettre en place un fonds, un guichet unique pour leur permettre de s'adapter à la réglementation. Puis finalement, mais il y a aussi un enjeu du bien-être agricole. On a entendu parler des fois de la détresse, surtout avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est encore plus criant. Donc, on veut accompagner les agriculteurs. La santé mentale, c'est tout un enjeu qu'il faut adresser aussi et qu'on veut faire un fonds spécial pour ça. Merci. Merci beaucoup. On passe maintenant à la dernière intervention pour ce thème. Monsieur Lajoie.
Chez Québec solidaire, on croit vraiment que c'est important de manger local. Mes collègues en ont fait la démonstration, effectivement, qu'il faut. Puis déjà, la CAQ, on fait des bonnes mesures pour faire de l'approvisionnement local. Si l'État québécois n'est pas le premier acheteur de ce qui est produit localement, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les produits qui sont développés, qui sont consommés finalement dans les cafétérias, dans les administrations publiques, ça vienne de nos terres. Ça, c'est la première chose, c'est vraiment important. Et quand on parle d'agriculture, quand on parle de terres agricoles, à Laval, on est le parfait exemple. Plus de 60% des terres agricoles sont détenues par les propriétaires immobiliers. C'est eux qui font la spéculation. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils justement ils font la fragmentation des terres pour ensuite le faire une valeur au pied carré plutôt qu'à l'acre. Et ensuite, ce que ça fait, c'est que le fermier, quand il vient, qui a payé pour exploiter la terre, il paie des frais exorbitants. On est en train de juguler à la gorge des agriculteurs qui veulent juste faire leur bon travail. Ça, c'est la première enjeu qu'on a. C'est vraiment quelque chose qu'on veut résoudre à Québec solidaire, c'est-à-dire on ne veut plus d'investisseurs, de propriétaires immobiliers, on ne veut plus d'investisseurs privés, institutionnels qui viennent qu'à acheter nos terres agricoles au Québec. Il faut enlever tout ça. La CPDQ, qu'elle ait acheté ailleurs, qu'elle n'achète pas les terres ici au Québec, qu'il n'y ait pas de Pangea et de Banque nationale qui viennent acheter des terres agricoles. Ces terres-là méritent d'être aux fermiers, il faut les aider. Ce qu'on veut faire également pour les terres agricoles, c'est de faire en sorte qu'effectivement, elles soient détenues par le public, pas nécessairement les morceler, faire en sorte qu'ils soient exploités par les gens, par la communauté. À Montréal, on a plein d'exemples de jardins communautaires qui fonctionnent très bien. Pourquoi pas émuler ce fonctionnement-là à Laval lorsqu'on a une proximité finalement d'un milieu de vie, faire en sorte que les terres agricoles deviennent utilisées par la communauté pour justement qu'ils se nourrissent eux-mêmes, qu'ils développent les habiletés finalement à exploiter une terre agricole. Ça devrait être la première chose qu'on apprend. On a un garde-manger local à Laval, partout au Québec. Et si on n'a pas d'autonomie alimentaire, effectivement, on va se retrouver dans la même situation problématique que mon collègue Ski t'a dit. On va se retrouver à la merci du libre-échange et des autres marchés pour nous donner notre nourriture. C'est important, c'est la valorisation, c'est pour le futur. Puis les terres agricoles, ça l'aide la séquestration du carbone. C'est nécessaire justement pour réduire nos gaz à effet de serre, réduire les changements climatiques, réduire le réchauffement de notre planète. C'est important de valoriser ça. L'autre élément que je mentionnerai, il me reste 30 secondes, je vais terminer là-dessus. La CPTAQ, c'est un excellent outil qui a été créé par le Parti québécois avec Jean Garon, notamment la loi de la protection du territoire agricole. Mais la CPTAQ, c'est un organe qui peut changer de CA et décider tout d'un coup que le zonage se fait. Nous, on aimerait ça imposer un moratoire sur le zonage, qu'il n'y ait aucun changement de zonage dans les villes, surtout pas à Laval, parce que justement, il faut éviter la spéculation, il faut éviter que ça soit acheté, il faut que ça soit utile pour tout le monde. C'est notre garde-manger, gardons-le en vie. Merci, vous arrivez juste à terme. Alors, on va passer au troisième thème, l'aménagement du territoire. La croissance démographique et le développement immobilier génèrent une pression grandissante sur le territoire et les milieux naturels, rappelant l'importance d'une planification cohérente axée sur la densification des milieux de vie. Quelles mesures suggérez-vous pour freiner l'étalement urbain? On commence par Mme Dufour cette fois-ci. Merci. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure du fait que je crois beaucoup en l'importance du lien. En fait, il y a un lien direct entre l'urbanisme, l'aménagement du territoire et l'environnement. L'aménagement du territoire, c'est la base de nos... Si on veut atteindre nos objectifs, on peut avoir les meilleures ambitions possibles, mais si l'aménagement du territoire ne va pas en concordance avec ces objectifs-là, on ne les atteindra jamais. Donc, c'est évident que tout passe par l'aménagement du territoire. Premier élément, des autoroutes. Il faut cesser de créer des nouvelles autoroutes. On ne peut pas créer un troisième lien ou une nouvelle autoroute sans penser qu'il y aura étalement urbain. C'est démontré, la science est claire à ce sujet-là. Donc, ça, c'est le premier élément. Le gouvernement, le Parti libéral du Québec s'engage à ne plus autoriser de nouvelles autoroutes en région urbaine. Il y a peut-être des endroits où ce sera encore nécessaire pour accéder à des lieux très éloignés, mais en région urbaine, on a atteint la capacité maximale. Partout où on rajoute des routes, le trafic revient immédiatement. Donc, ça c'est prouvé. On arrête ça et première étape. Ensuite, on a parlé des terres agricoles juste avant. Il faut cesser d'empiéter. Donc, ça, c'est le gouvernement. Je n'en avais pas parlé précédemment, mais le Parti libéral s'engage aussi à ne plus
empiéter sur la zone agricole, à mieux réfléchir les projets à ce niveau-là. La protection de l'eau aussi, hein, les cours d'eau, les berges, etc., il faut les protéger. Ça va aussi, donc on doit cesser de construire dans des zones humides, appliquer la loi, parce que contrairement à ce qui a été dit, la loi existe et on peut l'appliquer. Donc, il suffit. D'ailleurs, je vais en profiter, j'ai une minute. Le règlement de contrôle intérimaire de la Ville de Laval qui a adopté, c'est quelque chose que j'ai mis en place à l'époque, que j'avais poussé, que j'ai travaillé. Et c'est venu protéger les milieux humides. La Ville avait la possibilité de le faire et d'interdire les constructions des milieux humides. Si une ville a le pouvoir de le faire, un gouvernement a le pouvoir de le faire, surtout quand ils ont une loi pour le faire. Et la seule chose, c'est qu'on avait mis une exception dans ce règlement-là qui disait que toute demande qui avait été faite avant l'entrée en vigueur du règlement était exclue. Oui, je sais. Était exclue pour éviter des poursuites contre la Ville. Mais le gouvernement pouvait l'empêcher. Et concernant la valeur des terrains, 30-40 millions de dollars, Ruisseau Barbe, ça n'aurait jamais atteint cette valeur-là si le CA22 n'avait pas été autorisé. Cette valeur-là était atteinte simplement parce qu'il est devenu constructible, le terrain. Mais un terrain non constructible, sans CA22, n'a pas cette valeur-là. Alors, ça conclut pour moi. Merci. Parfait. Monsieur Ski, tu as la réplique. C'est ça à se demander pourquoi la Ville n'a pas fait l'acquisition du terrain. Mais encore une fois, je reviens avec ma question qui est très simple. Si on me montre l'article de loi qui nous permet au ministère de l'Environnement, parce que dans le fond, ce que ma collègue sous-entend, c'est qu'elle ne veut pas se faire poursuivre à la Ville en mettant une règle particulière, mais c'est correct si le gouvernement du Québec se fait poursuivre parce que nous, si on vient dire qu'ils ne peuvent pas le faire, mais qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ils vont venir poursuivre Québec. Nous, on est fiers à la CAQ d'avoir mis le premier plan politique sur l'aménagement du territoire. Ça veut dire qu'en collaboration avec les différentes régions, on vient finalement parler de quoi a de l'air un développement responsable à l'intérieur du Québec, parce que ça ne s'est jamais vu. Mais là, il faut qu'on se parle, parce qu'il y a un vrai problème au Québec. C'est un problème politique pour les politiciens, tant au provincial qu'au municipal. Et je vais profiter de mon temps ici là, pour lancer un peu un cri de cœur, parce qu'il y a un peu un phénomène du pot à ma cour qui se passe. Fait que là, tout le monde est d'accord que la densification, c'est la solution. La science est claire. Mme Dufour l'a dit, je suis d'accord. La science est claire. La densification, ça passe par là pour réduire l'étalement urbain. Mais le problème, c'est quand on arrive dans un quartier qui a des maisons unifamiliales, puis là, on décide, oups, il y a un petit terrain où il y a eu une démolition, c'est là qu'on veut densifier. À tous les fois, les citoyens s'élèvent et ils disent « J'en veux pas de ça, ça va tout enlever ma cour, je ne verrai plus rien. » Là, si on est sérieux pour la lutte au changement climatique, il va falloir que ça cesse, ça. Parce que les politiciens qui, eux, veulent, avec la science, avancer sur ce dossier-là, sentent une pression énorme pour faire fi à cette logique-là. Alors, ça va prendre des citoyens comme vous, avertis et informés, pour nous aider à le faire. Parce que quand on vient pour placer des projets de densification, moi, je l'entends tout le temps. Puis mes collègues au municipal l'entendent tout le temps. Et il y a une grande peur, mais on le sait tous qu'on doit le faire. Alors, moi, le signal que je lance ici à ce sujet-là, c'est qu'il va falloir que tout le monde rame dans la même direction. Parce que c'est très difficile de densifier en pratique, même si on le sait qu'en théorie, c'est la chose à faire. Alors, je lance une réflexion globale à tout le monde ici, à aider les politiciens. 30 secondes. C'est tout. Ah, d'accord. Parfait. Monsieur Lucie Clément? Comme vous dites, la densification, c'est la solution. Puis, pour faire ça, il faut aussi s'assurer d'avoir une place que ça va être beau, avec des terrains verts, et on peut le faire. Et ça va se faire avec votre décision à vous. C'est vous qui allez faire de la pression, qui allez dire, bien, on est d'accord, on s'en va dans cette direction-là. Mais au Parti conservateur du Québec, on a aussi la question du transport électrique. On veut électrifier les transports en commun. Et ça, c'est important à faire pour aider le transport en commun. Si on n'a pas accès au transport en commun de façon efficace, bien, on ne l'utilisera pas. Et ça fait partie des choses qu'on veut faire. On veut, en fait, faire un peu comme la Norvège. La Norvège a utilisé ses gaz,
C'est le troisième exportateur de gaz dans le monde et c'est une place où l'énergie est à 97% utilisée en hydroélectricité. Et c'est quelque chose qu'on peut faire au Québec. On peut faire ce virage-là. Électrifier nos transports, s'assurer que les transports en commun soient efficaces pour tous les gens, pour qu'on puisse les utiliser, densifier et aller dans cette direction-là, bien sûr, en utilisant notre jugement, en ayant un développement qui nous ressemble. Okay? La Ville de Laval va dans cette direction-là. Ils ont des projets pour avoir des quartiers qui sont sans voiture, en fait. Puis c'est des projets qui sont intéressants. C'est des projets au niveau municipal. C'est sûr que c'est des choses que moi, je trouve intéressantes comme à supporter et aller dans cette direction-là. Mais au niveau de notre parti, c'est vraiment l'électrification des transports en commun. Et on a un projet aussi de gratuité de transports en commun au Québec, vous êtes peut-être au courant. C'est un projet qu'on veut s'assurer qui va montrer le chemin aux autres villes. Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est quelque chose qu'on doit faire, rendre le transport en commun et l'électrification du transport plus abordable, plus approchable pour les citoyens, parce que c'est au gouvernement à se serrer la ceinture, c'est au gouvernement à faire une différence pour que le choix soit logique pour les citoyens. Si c'est plus difficile de prendre sa voiture que de prendre le transport, plus facile de prendre sa voiture que de prendre le transport en commun, bien, le citoyen va plus facilement prendre sa voiture. Moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « je ne prends pas le transport en commun parce que ça me prend 2 fois plus de temps et ça me coûte 2 fois plus cher. » Donc, rendons le choix logique et améliorons ça. Merci. Ah bon, je vois que les gens sont généreux avec leurs adversaires et n'utilisent pas tous leur temps des fois. Donc, Madame Fiola, c'est à vous. Alors, oui, en effet, la densification, c'est vraiment une des solutions pour l'étalement urbain. Pour avoir fait plusieurs milliers de portes en porte-à-porte dans la vallée rapide, c'est un enjeu qui a été soulevé par beaucoup de citoyens. Moi, j'avais une forêt à côté sur Concorde, puis là, maintenant, ben, c'est une route. Il y a beaucoup de voitures qui passent, c'est dérangeant. Mais ce qu'on me dit, c'est, écoutez, ça ne me dérange pas, je comprends qu'il y ait des nouveaux développements, mais il faut que ça se fasse en accord avec les citoyens, puis il faut qu'on mette des mesures en place pour calmer la chose. Là. Tu sais, ce qu'on me dit, c'est il y a plus de voitures, il y a trop de voitures, ça vient de stationner devant ma rue, ou le taux de criminalité augmente parce qu'il y a plus de citoyens qui viennent. Donc, c'est des mesures qui doivent être faites de pair. Donc, non seulement d'aider avec le transport en commun, si on a un meilleur transport en commun, les gens qui viennent s'établir à côté des métros n'auront pas de voiture, ils vont prendre le transport en commun. Et pour le taux de criminalité, ça, c'est vraiment un enjeu qui ressort beaucoup là, quand je fais mon porte-à-porte dans ces endroits-là, quand il y a plus d'identification. C'est d'avoir plus de policiers en place là, pour s'assurer que ce soit plus calme. Et donc, les citoyens sont au courant là, qu'il y a de l'identification, ils savent, ils sont d'accord avec ça, mais c'est de faire en sorte qu'il y ait des mesures en place pour les aider, pour qu'il y ait quand même une bonne qualité de vie dans tout ça. Bien entendu, en gardant certains milieux naturels à proximité là, pour ces citoyens-là. Je vais aborder un autre point au niveau de l'étalement urbain. S'il y a de l'étalement urbain, c'est parce que les loyers sont chers, parce qu'il manque aussi de logements. Les gens vont s'établir plus loin où il y a aussi plus de milieux naturels. Je vais vous parler du droit de préemption. Donc, le droit de préemption, c'est un droit qu'a les villes. S'il y a un terrain à vendre, des maisons à vendre, des bâtiments à vendre, peu importe, les villes vont avoir une priorité pour pouvoir acheter ces terrains-là et ces bâtiments-là. Et les villes pourraient, comme à Montréal, en fait, Montréal, c'est une des seules villes qui a ce droit-là et qui permet d'acheter ces bâtiments-là pour faire, entre autres, des logements sociaux ou pour acheter des terrains pour pouvoir les préserver. Alors, en ayant ce droit de préemption-là dans les villes, ça pourrait permettre, entre autres, de faire plus de logements sociaux et de garder des milieux naturels en place. Donc, nous, c'est quelque chose au Parti québécois qu'on veut mettre en place, un projet de loi même qu'on a déjà déposé, qu'on souhaite faire pousser pour aider à l'étalement urbain. Vous savez, le logement social, c'est quelque chose, on dirait, qui vient de pair. C'est quelque chose que j'entends vraiment beaucoup parler. Je pense que toutes les parties, on est d'accord là-dessus qu'il faut plus de logements sociaux. Mais en ayant tout ça à proximité des métros, ça pourrait aider. En fait, nous, on veut financer des projets d'aménagement urbain durable où tout serait à proximité. Donc, tu as ton transport en commun à distance de marche, tu as tes épiceries, tes pharmacies. On compte financer ça à 100 millions de dollars par année conjointement avec les villes. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va clore ce thème avec M. Lajoie de Québec solidaire. La densification, effectivement, comme mes collègues l'ont dit, moi, c'est 2 composantes, le transport et le logement.
Si on parle du transport d'abord, premièrement, ça ne fait pas de sens si on veut réduire l'étalement urbain de vouloir construire un troisième lien. Ma collègue Virginie l'a dit effectivement. C'est aberrant de penser qu'on veut avoir cette volonté-là. Pour nous, effectivement, il faut arrêter la construction de nouvelles autoroutes. Il faut vraiment, on a vu la 19 qui est en train de se faire prolonger. C'est des terres agricoles qui ont été mangées pour faire la 19. Et que nécessairement, ce qu'on fait en ce moment en faisant l'étalement urbain, c'est couper dans les milieux naturels, couper dans les terres agricoles. On doit réduire ça. À Québec solidaire, en plus, on a un plan qu'on appelle Révolution de transport, de justement faire en sorte que les gens ont d'autres options que l'auto solo. On doit construire plus de transports, des transports lourds comme le métro, des services rapides d'autobus. On doit rajouter du transport parce qu'effectivement, les gens doivent avoir le choix de prendre le transport en commun et on veut réduire ce transport en commun-là. Finalement, on doit réduire les tarifs de transport en commun. On a Québec Bus, Québec Rail, vous lirez le programme qui va aller plus loin qu'à Laval. Mais si je parle là, du logement, parce que c'est l'autre composante finalement de l'étalement urbain, c'est effectivement vrai ce que ma collègue Andréane est en train de dire. Les logements en zone urbaine coûtent trop cher. Les propriétés coûtent trop cher. Si on veut l'accès à la propriété en tant que jeune parent, puis je connais très bien cette réalité, nécessairement, on va aller dans la deuxième, troisième couronne pour acheter quelque chose. Fait que nécessairement, on va être encore plus loin. On va vouloir avoir une auto parce qu'on n'aura pas d'option de transport. Puis ça va justement favoriser l'étalement urbain. Oui, il faut densifier, mais il faut faire en sorte qu'on limite la spéculation sur l'immobilier, on construise plus de logements sociaux dans des zones urbaines. On doit faire ça, ça tombe bien, on a un plan pour ça. Pour réduire la spéculation, nous, ce qu'on veut, c'est justement faire l'acquisition de propriétés et les vendre à un prix plus abordable, ce qu'on appelle le community, dans le fond, sharing, comme ce qui se passe au Vermont. On est capable de faire ça, on a un chantier pour ça. On a un chantier aussi pour construire 50 000 logements sociaux dans notre premier 4 ans. Puis ça va se faire aussi, effectivement, en faisant de l'acquisition de logements qu'on vient convertir, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de logements de propriétaires qui laissent vétustes des logements pour ne pas les rénover. On est capable de faire ça. Il y a une capacité. Puis honnêtement, moi, quand j'entends des problèmes en disant « dites-nous c'est quoi les solutions », ça prend de la volonté politique. C'est ça que ça prend. Ça prend de la volonté politique de nos politiciens d'amener des solutions, d'aller vers les solutions et d'être capable de les mettre en place. C'est ce que Québec solidaire propose. Merci. Alors, on passe maintenant à un quatrième thème. Il a été question de ce thème, d'ailleurs, lorsqu'on a parlé de l'aménagement du territoire. C'est la question des transports. Le transport représente un secteur clé dans la transition socio-écologique. En effet, il s'agit du secteur dont les émissions de gaz à effet de serre sont les plus élevées. En plus de son impact environnemental, les émissions issues du transport ont des conséquences au niveau de la santé publique. On pense notamment au nombre important de polluants cancérigènes, comme les particules fines. Quelles sont vos propositions concrètes en matière de transport durable, c'est-à-dire diminuer la dépendance à l'auto-solo et favoriser les modes de transport alternatifs? On pense au transport en commun, au transport actif, au covoiturage, l'autopartage ou le vélopartage. On va demander cette fois-ci à M. Skeet de commencer. Juste avant la campagne électorale, on a fait une grande annonce ici à Laval. Conjoint avec le gouvernement fédéral, on a mis pour 250 millions de dollars pour l'électrification du garage de la STL. Ça veut dire de convertir le garage actuel à un lieu propice au chargement pour l'avenir, pour toutes les voitures ou tous les autobus électriques de la flotte à venir. Ce n'est pas rien, là. C'est 250 millions de dollars. En plus, notre gouvernement a passé la loi de la fin de la vente des voitures à combustion interne. Ça veut dire à partir de 2035, fini la vente de voitures à combustion interne ici au Québec et place à les voitures électriques. Également, on vise à électrifier la flotte des autobus de ville à 55 d'ici 2030 et aussi 65 des autobus scolaires. Puis une bonne nouvelle, il y a un beau projet ici à Laval, les autobus Séguin. Les autobus Séguin sont en voie d'électrifier 100 de leur flotte d'autobus scolaires. Alors, Laval est en mouvement en matière de transport électrique, en mode de transport durable. Je pense qu'on est un exemple à suivre pour les autres régions et ça va bien parce qu'on met les sous. Et quand je dis on met les sous, je veux dire que dans le PQI, là, le fameux plan des Québécois des infrastructures, le calepin de commande pour les 10 prochaines années du gouvernement du Québec, il y a 56 milliards de dollars
en place pour le transport en commun. C'est un chiffre historique et les gens nous disent qu'on ne peut pas faire vraiment de guerre de chiffres avec ça parce qu'au-delà de ça, on n'a pas la capacité d'en faire plus. Ça, c'est un autre enjeu par rapport aux freins qui nous attend sur le développement additionnel. C'est que si on voulait rajouter plus d'argent, on atteindrait une limite de notre capacité. Alors, on fait déjà 100% de ce qu'on peut faire en la matière, puis on ne va pas s'arrêter là, on veut aller plus loin. Et honnêtement, je pense que ça l'augure bien pour la région de Laval. Il y a des beaux projets qui sont en développement et je pense que les Lavallois vont pouvoir être fiers du bilan qu'on va avoir. On a une STL qui est une des plus innovantes en termes de transporteurs publics au Québec. Ils ont été les premiers à mettre le paiement par carte de crédit, paiement par carte débit. Ils sont toujours après imaginer les choses différemment, que ce soit les horaires avec des GPS, ça a été une des premiers à faire ça. Alors, nous, on compte être présents pour les aider. 30 secondes. C'est beau, j'ai terminé. Oh, wow! Vous êtes rapide. Alors, on passe maintenant à M. Lucie Clément. Je ne savais pas dans quelle direction ça allait, je ne suis pas sûr. Oui, l'électrification des transports, je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut aller dans cette direction-là, si je ne me trompe pas. Là. Et c'est dans notre plateforme, on veut aller dans cette direction-là, mais savez-vous qu'au Québec, on n'a pas assez d'hydroélectricité pour le transport électrique si on transforme toutes nos voitures en voitures électriques? On n'en a pas assez d'électricité. Donc, on va manquer d'énergie avant de pouvoir faire ce virage-là. Okay? Donc, il faut aller chercher plus d'énergie. Comment on va le faire? Il faut aller chercher d'autres sources d'énergie, il faut aller chercher d'autres centrales, puis il faut électrifier graduellement. Et autre que ça, il y a aussi d'autres enjeux. La voiture électrique, il y a d'autres solutions que... Le problème avec la voiture électrique, ce n'est pas le moteur. Okay? L'efficacité d'un moteur électrique, c'est la meilleure efficacité qu'on a. Si on compare avec une voiture à gaz, 35% d'efficacité, une voiture à gaz, 90 et plus pour une voiture électrique. On gagne en efficacité, même si on ferait brûler du gaz dans une turbine pour générer de l'électricité, pour charger une voiture électrique. On gagnerait en efficacité à faire ça. Okay, on ne veut pas aller dans cette direction-là, on veut aller le plus vert possible, on veut les meilleures solutions, mais on va en manquer d'hydroélectricité. Il ne faut pas se leurrer. Okay? Et pour ça, on a besoin de le faire graduellement, puis d'y aller une étape à la fois. Et on va le faire avec l'innovation. L'Institut de recherche sur l'hydrogène a cherché, pendant plusieurs années, l'hydrogène comme vecteur énergétique. La question avec l'hydrogène, qui serait un remplacement pour la batterie, okay, c'est la question de sécurité. Puis la question aussi, c'est comment on génère notre hydrogène. On parle des fois d'hydrogène vert et on veut aller dans l'énergie verte, mais la question, c'est comment on fait pour être plus efficace. Okay? Donc, dans toutes ces choses-là, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire le virage électrique des transports en commun parce que c'est là qu'on va avoir le plus d'efficacité. Si on va chercher des voitures électriques, on n'a pas assez d'hydroélectricité au Québec. Si on fait le virage pour les transports en commun, pour l'électrification des transports en commun, là, on peut aller dans cette direction-là avec plus d'efficacité. Pourquoi? Parce qu'on transporte plus de personnes en même temps. Okay? Donc, on veut vraiment aller dans cette direction-là, je l'ai déjà dit. On veut copier un peu qu'est-ce que la Norvège a fait. On veut aller utiliser nos hydrocarbures pour aller chercher plus de revenus pour l'État, pour subventionner la recherche et le développement dans ce secteur-là, pour pouvoir trouver les meilleures solutions, puis régler le problème de la question de l'énergie qu'on ne pourra pas avoir. On n'a pas assez d'énergie pour toutes nos voitures présentement. Il va falloir changer notre manière de consommer. C'est important. Merci. Madame Fiola, maintenant, du Parti québécois. Alors, les transports, ça représente environ 45 des émissions de gaz à effet de serre au Québec. C'est pour nous l'une des sphères sur lesquelles on veut s'attaquer qui va nous permettre d'atteindre nos cibles de réduction. Au Parti québécois, on vise une diminution de 45 des gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 2010. Alors, on veut vraiment s'attaquer au transport en commun. Je suis très, très, très fière de notre engagement à ce niveau-là. On compte mettre en place une passe climat. Donc, la passe climat, c'est 1 $ par jour pour tous les transports en commun, tous modes confondus, partout au Québec. Actuellement, là, les transports en commun, malheureusement, ça coûte cher. Il n'y a pas un incitatif en place actuellement pour prendre les transports en commun. Il y en a qui me l'ont dit là, en porte-à-porte. Je veux bien prendre un transport en commun, mais il faut que je marche 20 minutes pour me rendre. Puis le stationnement à Montréal coûte aussi cher que de prendre un transport en commun. Il faut mettre des incitatifs en place. Avec le 1 $ par jour, c'est des vraies économies qu'on vient faire pour les Québécois. Donc, non seulement on vient aider
au niveau de l'environnement, mais on les aide aussi à contrer l'inflation en leur donnant de l'argent dans leur poche en même temps. Alors, on a cette passe-là. Aussi, on peut aider à, bien entendu, améliorer le service de transport en commun parce qu'à Laval, il y a encore des autobus qui passent aux heures. Il y a des endroits où il faut marcher 20 minutes pour se rendre à un arrêt d'autobus. Donc, on veut aider les villes à s'outiller mieux au niveau des transports en commun. Le but, c'est de doubler l'offre de transport en commun d'ici 2030. Et pour ce faire, on va investir 30 milliards de dollars en 10 ans pour les villes pour qu'ils améliorent leur transport en commun. Donc, si ça, c'est pas assez, là, je pense que déjà là, ça va vraiment beaucoup aider les jeunes de nos jours. Ils utilisent de plus en plus les transports en commun. Malheureusement, c'est cher. Là. On va le faire là, avec notre 1 $ par jour. C'est environ une économie de 700 $ par année pour nos jeunes pour qu'ils prennent le transport en commun. Veut pas, c'est beaucoup. Puis ça va aider là, aussi à faire en sorte que les gens vont s'établir près des métros. Près des endroits où il y a du transport en commun, ce qui va aider aussi au niveau de l'étalement urbain. Outre que ça, nous, on dénonce vraiment là, les surprofits faits par les pétrolières. Donc, on veut faire en sorte d'augmenter la taxation jusqu'à 25 %. Puis, on veut aussi arrêter tous les investissements dans les énergies fossiles. On parle de 1 milliard de dollars qu'on va retourner dans les poches des Québécois en faisant ça. Puis, avant qu'on me dise, ah là, on augmente les taxes, donc le prix de pétrole va augmenter. C'est un problème, le cartel. Oui, c'est un problème, le cartel de l'essence. Donc, on veut créer un bureau québécois de la concurrence pour s'assurer de s'attaquer à ce problème-là. Et pour finir, on veut remettre la subvention de 8 000 $ pour les voitures à électrique neufs. C'est important de mettre des incitatifs aussi pour les véhicules électriques pour inciter les citoyens à en acheter. Alors, on veut mettre ça en place. Merci. Merci. Alors, on passe maintenant à M. Lajoie pour Québec solidaire. Merci. J'ai déjà abordé tout à l'heure un peu l'élément du transport quand je disais qu'on voulait augmenter la fréquence, faire notre plan Révolution Transport, faire en sorte que nos centres urbains se développent encore plus au niveau du transport. Fait que vous êtes bien au courant de ça. Mais laissez-moi parler maintenant justement de la dépendance à l'auto-solo. Parce qu'il y a sujet de ça, effectivement. Si on n'a pas d'autre choix, on va toujours prendre notre auto. Fait qu'effectivement, il faut aider à faire le transport collectif. Il faut développer le transport collectif. Aussi, également, il faut développer les connexions. Je vous ai parlé de Québecbus, Québec Rail. Abordons-les maintenant. C'est des sociétés d'État qu'on veut créer pour faire en sorte qu'on n'est pas sujet à des compagnies privées qui viennent à exploiter les services d'autobus puis tout d'un coup couper une ligne qui est utilisée comme Québec-Sherbrooke, Montréal-Sherbrooke, Québec-Rouyn-Noranda. En ce moment, c'est des privés qui s'occupent de ça. Nous, on veut faire en sorte que toutes les villes soient bien connectées. C'est important. Dernier élément que j'aimerais mentionner aussi, c'est la fameuse taxe qu'on veut imposer sur les véhicules à essence à gros volume. C'est important parce qu'il faut dissuader cet achat-là. L'élément qui est moins mentionné souvent dans les médias, c'est qu'effectivement, un gros véhicule à essence, bien, il va nécessairement coûter plus cher, mais pas à tout le monde. Aux familles de 3 enfants qui ont besoin parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative, ça va leur coûter le même prix, on ne va pas lui imposer une taxe. Aux travailleurs qui en ont besoin parce qu'ils s'en vont dans le nord, qui s'en vont dans des régions un petit peu moins développées où les routes sont chaotiques, c'est nécessaire. On ne va pas les taxer, ces gens-là. Mais les taxes qu'on va aller chercher, c'est la famille de 2 enfants ou finalement le couple sans enfants qui s'achète un GMC Yukon. Ça va servir à justement faire que les véhicules électriques et les véhicules hybrides vont coûter moins cher. C'est ça qu'on veut faire aussi, amener les gens à faire un choix éclairé quand vient justement le temps d'acheter un nouveau véhicule neuf. Puis les Camry, ils ne vont pas tous être taxés. Les véhicules 4 cylindres comme les RAV4, les CRV, ce sont des excellents VUS. Ils ne seront pas taxés non plus parce qu'ils sont en bas de notre seuil. Et considérez que c'est bien beau là, justement vouloir faire en sorte qu'on développe le transport collectif, mais on est encore pris un peu avec le véhicule à essence. Puis nous, tantôt, la CAQ parlait de la 2035. Nous, c'est 2030 qu'on va arrêter la vente des véhicules à essence. C'est important. Puis après ça, 2040 pour l'immatriculation. Il n'y en aura plus de véhicules à essence en 2040. Puis la difficulté qu'on dit, là, il n'y aura pas d'assez d'électricité. Vous m'excuserez, mais on en vend l'électricité aux gens dans le Sud. On est capable de la garder, cette électricité-là, pour justement subvenir au parc immobilier, au parc autoroutier. Je vous le dis, on est capable, c'est la volonté politique qui manque, puis c'est important justement d'amener les gens à faire des choix éclairés quand vient le temps de faire un achat d'une auto solo. Merci. C'est maintenant Mme Dufour de clore le thème. Merci. Écoutez, l'auto solo, à la base, pour la freiner, il faut commencer par freiner l'étalement.
Donc, cesser les projets d'autoroutier et surtout pas un troisième lien. Donc, ça, c'est la première étape, évidemment. Par la suite, le transport en commun essentiel, il faut le bonifier. Et pour ce faire, on a besoin de mieux soutenir les sociétés de transport parce que présentement, c'est difficile. Ça a été très, très difficile avec la pandémie, la baisse de l'achalandage. Ce n'est pas rentable, le transport en commun. Les villes mettent de plus en plus d'argent dans les sociétés de transport. Certes, le gouvernement aussi, mais la part de les villes a augmenté énormément dans les dernières années. Donc, il faut que le gouvernement soutienne plus fort les sociétés de transport pour assurer un meilleur service, évidemment. Et le gouvernement, le Parti libéral, a pris comme engagement d'offrir le transport en commun gratuit aux personnes âgées. C'est déjà le cas à Laval, mais là, ce serait par tous les transports, mais aussi aux étudiants. Donc, ce serait un peu comme pour les personnes aînées, mais pour les étudiants et étudiants de tout âge. Donc c'est sûr que quand il y a un incitatif financier à prendre le transport, on a plus intérêt à le prendre. J'aimerais parler de mon collègue Saul Polo, qui est dans le fond de la salle, qui est député de Laval-des-Rapides. On est ici dans le comté qu'il représente. Il a pris l'engagement de revoir le tarif du métro. Vous êtes sans doute sans savoir là, que le tarif a monté de façon assez draconienne au début de l'été. Passé de 3, là, je ne suis pas sûre, 3,50 à 5,25, quelque chose comme ça. Écoutez, c'est rendu 6 mois avec mon conjoint. Je veux aller à Montréal. Ça me coûte 20 $ aller-retour. J'ai une voiture électrique. Que pensez-vous que je vais faire? Je vais prendre mon auto, je vais aller me stationner au centre-ville de Montréal, ça va me coûter 10 $ et je vais revenir. Je vais sauver 10 $. C'est incompréhensible. Il faut vraiment revoir à la baisse le tarif du métro. Par la suite, moi, personnellement, mon engagement local, c'est le transport dans l'est de Laval. C'est un enjeu. Dans l'est de Laval, quand on veut se rendre en transport en commun, moi, j'habitais à Saint-François quand j'étais jeune. L'autobus passait aux 2 heures la fin de semaine. C'est à peine si le service s'est amélioré en 25 ans. Vous êtes au courant, mais il vous reste 30 30 secondes. secondes. Donc, voilà. Donc, il faut mieux desservir. Puis j'ai des solutions, mais je vais passer vite parce que je veux aussi parler de transport lourd. On parle de transport durable, mais aussi de transport lourd. On a parlé des bornes, etc., incitatifs, la subvention. On est tous d'accord avec ce que le Parti québécois propose. Mais il faut aussi le transport lourd, l'alimenter. Les batteries, ce ne sera pas suffisant. Donc, il faut aller vers l'hydrogène vert et on en a de la capacité en électricité, mais je pourrais peut-être en parler plus en détail. Merci. Merci bien. Alors, on va passer maintenant au dernier thème de ce débat, la biodiversité. L'effondrement de la biodiversité constitue une des crises environnementales contemporaines majeures. Pourtant, selon une étude récente de la chaire de recherche du Canada en économie sociologique, alors que les partis politiques ont en majorité des engagements précis pour lutter contre les changements climatiques, leurs plans pour protéger les espèces vulnérables et maintenir la biodiversité sont anémiques, et ce, en dépit d'un intérêt marqué de la part du public pour ce sujet. Donc, pour chacun de vous, que comptez-vous faire mentir cette étude et quelles mesures proposez-vous donc pour protéger efficacement les espèces en péril et assurer le maintien de la biodiversité à la fois à Laval et dans l'ensemble du Québec? C'est M. Lucier-Clément qui va avoir l'honneur d'ouvrir le débat. La biodiversité, elle est évidemment importante. Au Parti conservateur du Québec, on croit que la communication avec les citoyens, merci du support, on croit qu'on doit écouter plus la population. Okay? Je te vois sourire, c'est vrai. Okay? On croit qu'on doit écouter plus la population, on croit qu'on doit s'assurer d'écouter ce que vous avez à dire. C'est pour ça que notre plateforme elle est plus courte que peut-être certains avaient pensé qu'elle devrait être. Okay? Parce qu'on a des enjeux, on a une direction claire et on veut vous écouter sur ces enjeux-là qui sont importants. La biodiversité, on doit la protéger, on doit protéger notre environnement et on doit le faire collectivement. Et pour ça, bien, on doit avoir les revenus, on doit avoir les moyens de le faire et on veut aller dans cette direction-là, c'est sûr. Donc, à la fois à Laval, à la fois partout dans le Québec. Et je veux dire, on est à votre écoute, on veut aller dans cette direction-là. Et je pense que c'est clair pour nous que c'est comme ça qu'on veut faire les choses. Donc, venez nous parler,
Parlez-nous de ces enjeux-là. On est déjà impliqués, on regarde déjà ce qui se passe sur différents enjeux. Et puis, on veut aller dans cette direction-là avec vous pour protéger ce qui nous tient à cœur le plus avec les moyens qu'on a. Merci. C'est bien, Mme Fiola. Alors, pour nous, la biodiversité, c'est vraiment de protéger toute la variété de nos espèces, tant animales que végétales. Il y a un insecte en particulier qui est primordial pour sauvegarder notre biodiversité et c'est les abeilles. Je vous ai mentionné tantôt qu'on veut interdire l'utilisation de certains pesticides néfastes, dont le glyphosate. Ça, c'est extrêmement important pour sauvegarder nos abeilles en place. Et ce qu'on veut faire aussi, c'est donner le 12 millions de dollars que réclament les apiculteurs, donc ceux qui s'occupent des abeilles, qu'ils réclament pour pouvoir protéger ces espèces-là, entre autres contre les parasites et contre les ennemis des abeilles, si on peut les appeler comme ça. Alors, nous, au Parti québécois, c'est quelque chose qu'on voudrait faire pour les appuyer parce que malheureusement, sans les abeilles, la biodiversité va s'en aller peu à peu. Il n'y aura plus de fleurs. Tu sais, je ne pense pas que j'ai besoin de vous le dire, là, mais pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, il y a ça, mais il y a tout ce que j'ai mentionné plus tôt. La biodiversité, là, tout ce que j'ai mentionné au niveau des transports en commun, donc notre passe climat à 1 $ par jour qui va aider à mettre de côté la voiture et donc à diminuer les gaz à effet de serre qui vont être mis, ça va aider à préserver la biodiversité. Le droit de préemption dont je vous ai parlé pour protéger les milieux naturels, mais aussi pour s'assurer d'arrêter de faire du dézonage, c'est ça, mettre tout en place pour protéger nos milieux naturels, ça l'aide à préserver notre biodiversité. Nous, on a un plan de 40 pages en environnement, tant au niveau industriel, pour les entreprises, au niveau des milieux naturels, au niveau de l'électrification des transports. Tout ça va aider à sauvegarder notre biodiversité. Monsieur de Québec solidaire plutôt a mentionné qu'il y avait le meilleur plan d'environnement, mais nous aussi, on a des gens de la communauté scientifique qui disent que nous avons le meilleur plan en environnement. Et moi, en tant que spécialiste en environnement, je suis très fière de dire que le plan d'environnement du Parti québécois est solide et tout ce qu'on a en place va aider à sauvegarder notre biodiversité. Merci. Parfait. Monsieur Lajoie, maintenant. Tant qu'on est dans les compliments, moi, je suis prêt à dire également que le Parti québécois a un excellent plan en environnement. La seule différence, c'est qu'effectivement, nous, on va un peu plus loin. On n'a pas besoin de 40 pages, 14 pages de notre plan, c'était assez suffisant. On a 8 experts qui sont derrière ce plan-là, 8 experts qui sont là à soutenir tout ce qui est dans notre plan. Puis en termes de biodiversité, on est d'accord. Effectivement, le glyphosate, il faut qu'il y ait une transition pour réduire complètement l'usage puis défaire l'usage quand ça vient le temps, finalement, de faire l'exploitation des terres agricoles. Ça, c'est la première chose. Puis encore une fois, ça se fait avec les agriculteurs, à les aider à faire cette transition, à changer d'engrais et qui deviennent finalement de l'agriculture durable, biologique. C'est important. L'autre élément, quand on parle des autoroutes qu'on veut réduire, si toutes les autoroutes qu'on avait à Laval étaient des boulevards urbains à 70 km/h, nécessairement la biodiversité qui est vraiment à côté des autoroutes serait préservée parce que tout le rejet finalement qui est fait avec les sels qu'on met, notamment quand on vient dégeler les routes l'hiver, tous les éléments finalement du bitume qui sont enlevés, ça tombe directement dans tout ce qui est des milieux humides qui sont à proximité des autoroutes et nécessairement, ça vient enlever de la biodiversité dans ces coins-là qui, en général, sont souvent marécageux, sont souvent disponibles. Fait que ça, à Laval, c'est clairement un enjeu. Je parlais également d'augmenter la trame verte et bleue. Si on a plus de territoires en milieu naturel, en milieu finalement vert, partout dans l'île de Laval, ça fait comme un peu dans certaines villes où on a une ceinture verte, où la biodiversité peut se promener un peu partout à Laval. On doit préserver ça parce que justement, c'est leur territoire. C'est leur territoire à la faune, la flore qui est ici. Quand on voit des oies qui se promènent un petit peu partout, puis même des dindons sauvages, c'est parce qu'ils réclament leur territoire. On doit leur garder. Ça, c'est les éléments nécessairement qui font partie de la plateforme. Mais plus largement, les communautés autochtones au Québec, ils savent exactement comment gérer la biodiversité. C'est important de travailler avec eux, finalement, pour faire en sorte que leurs droits acquis pour la chasse, pour la pêche, soient maintenus. C'est important de continuer, finalement, à travailler avec eux pour faire en sorte que leur biodiversité soit maintenue. On ne dit pas qu'on est en train de dire qu'on va donner des permis de chasse à tout le monde, mais eux, ils savent comment gérer et on doit travailler avec eux. On doit leur laisser le libre cours, c'est leur héritage et on doit vraiment être capable de reprendre également aussi leurs apprentissages sur la gestion de la biodiversité. Ils le font, on l'a vu clairement à Longueuil, les caribous qui sont arrivés là, nécessairement, on aurait dû les gérer comme les Amérindiens, les Autochtones le faisaient.
on aurait dû en éliminer quelques-uns, puis clairement, ça aurait bien fait la job. Je suis d'accord avec ce que Mme Fournier dit. Ça prend une gestion de la biodiversité qui est durable. On passe maintenant à Mme Dufour pour le Parti libéral. Merci. Écoutez, première chose, c'est qu'il faut préserver des corridors écologiques. Si on veut que nos espèces puissent, la diversité puisse survivre, elle est très morcelée présentement. Les territoires sont morcelés. Je parle en milieu urbain, bien entendu. Il faut des corridors écologiques. Il faut évidemment préserver les milieux humides. Je ne veux pas me répéter, mais c'est un enjeu majeur quand on autorise absolument toutes les demandes d'autorisation de destruction de milieux humides. Et là, je voudrais souligner d'ailleurs l'apport de mon collègue Saul Polo dans la préservation du trait carré qui a permis de préserver un corridor écologique en milieu urbain. Et ça, à l'époque, on ne s'entendait pas là-dessus, mais je suis vraiment contente qu'il ait fait ces efforts-là. Il faut protéger aussi il faut investir un peu plus pour lutter contre les espèces envahissantes parce que c'est vraiment un enjeu présentement. Là. Il y a des marais, comme par exemple dans Mille-Îles, il y a un immense marais dans le boisé du Totem, mais qui est envahi de roseaux. Mon Dieu, là, je n'ai plus le terme. C'est-tu du roseau commun? C'est roseau commun, exactement. Et d'ailleurs, il va y avoir, s'il y en a qui veulent, là, c'est le 27, il va y avoir une séance d'arrachage de roseaux communs dans ce marais-là, s'il y en a qui sont intéressés. Un appel à tous. Donc, c'est un enjeu et ça coûte très cher lutter contre les espèces envahissantes et elles arrivent pas mal plus vite qu'on les enlève. Donc, il y a aussi... il y en a beaucoup là, qui sont un enjeu et il faut travailler là-dessus un peu plus. J'étais cette semaine dans un débat sur l'économie verte. C'était lundi, c'était organisé par le réseau environnement. Puis il y a des éléments peut-être un petit peu plus d'ordre, disons, réglementaire. Je voudrais vous parler. Il faudrait plus d'inspecteurs aussi. Il faudrait former plus d'inspecteurs parce que c'est bien beau là, d'avoir des lois, mais si on n'a personne pour aller les vérifier qu'elles sont bien appliquées, c'est un enjeu. Mais on est en pénurie de main-d'œuvre. Alors, ça aussi, il faut s'y attaquer à la pénurie de main-d'œuvre. On ne peut pas nier qu'elle existe et surtout, on ne peut pas penser que c'est ma grand-mère qui a 75 ans ou ma belle-fille qui a 15 ans qui va devenir inspectrice. Il faut amener des gens d'ailleurs pour ça. Il faut augmenter les seuils d'immigration. Et en dernier lieu, je voudrais dire, le Parti libéral s'engage à ne plus, je sais, 30 secondes, à ne plus déverser de déchets miniers dans les cours d'eau. Je voudrais simplement rappeler qu'un peu plus tôt, cette année, il y a eu une autorisation de déverser 900 millions de tonnes de déchets miniers dans 8 lacs du nord du Québec, le lac Bloom notamment. C'est les mines, la mine du Mont-Wright. C'est loin de chez nous, mais c'est sûr que ça affecte la biodiversité du Québec. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est M. Skeet qui va clore le thème pour la Coalition Avenir Québec. Bien, de notre côté, on est fiers d'annoncer que le fameux 17 de terres protégées a été atteint au Québec. Alors, on protège désormais 257 000 km² de terrain, mais on n'arrête pas là. On a les mêmes cibles que Québec solidaire. On pense qu'il faut aller plus loin. Il faut se rendre à 30 parce que je pense que la crise climatique fait en sorte qu'on doit se rendre là. Et je pense que c'est une excellente idée parce que c'est l'avenir, c'est nos poumons, c'est nos parcs, c'est la qualité de vie de nos citoyens. Aussi, récemment, on a fait l'annonce d'un fonds bleu. Un fonds bleu, je pense, c'est tellement important. Ça fait des années que je milite à l'intérieur de la Coalition Avenir Québec pour une initiative pour protéger notre eau, notre or bleu. Quand on pense au GES, le Québec est déjà numéro 1 en Amérique du Nord. Oui, on peut toujours en faire plus, puis il ne faut pas arrêter, mais en même temps, où est-ce que notre 8 millions de population peut aller loin? Je me dis avec les 3 % de réserve d'eau douce au monde, je pense que le Québec peut vraiment faire une grande contribution pour la planète en protégeant notre eau. Avec cette mesure, on va pouvoir justement décontaminer les berges, assurer une protection riveraine, venir s'assurer qu'on peut nettoyer les berges qui sont déjà contaminées. Tu sais, les Québécois ne le réalisent pas. Ben, ici, à Laval, à tous les 2 jours, approximativement en moyenne, on va déverser nos eaux usées dans les rivières. On ne le réalise pas, mais ça prendrait des infrastructures de milliards de dollars pour régler ce problème-là. Or, tout le monde pense que c'est déjà réglé.
Alors, comment qu'un politicien peut vendre la salade à la population puis dire il faut mettre 5 milliards pour régler ce problème-là quand les gens pensent qu'on le fait déjà? Alors, il faut en faire davantage pour protéger notre eau. Je pense que c'est là le vecteur le plus important où ce que le Québec peut vraiment faire une différence planétaire. Alors, ça a été ma passion à l'intérieur de ce gouvernement et je suis ravi de l'annonce de 650 millions faite par le premier ministre récemment. Aussi, je voulais revenir sur le fameux droit de préemption. En fait, le droit de préemption a été voté avant la fin de l'Assemblée nationale. Donc, ce droit-là existe pour toutes les villes. Nous, on veut aller plus loin. On veut donner un droit d'expropriation aux villes. Nous, on dit quand la ville voit un lieu prioritaire, il doit être capable d'intervenir. Je vous regarde, là. Okay? C'est le genre d'affaires qu'il faut faire pour justement régler ce problème où ce qu'on est, 30 secondes, toujours en réaction. Merci beaucoup. Puis, si on réussit à faire ça, on évite les crises avant. Et c'est ça le problème, on est toujours en réaction. Alors, nous, on pense que les villes, c'est des partenaires importants. Il faut leur donner les leviers pour agir directement. Puis après ça, il faut les supporter financièrement. Puis je pense que si on fait ça, le Québec, Laval en particulier, va se porter mieux. Alors, ça met un terme au débat et à la première partie de la soirée. Je pense qu'on peut applaudir nos candidats et les remercier. Alors, votre implication, votre dévouement constitue la pierre d'assise de notre démocratie. Je vous encourage tous à voter. Le vote par anticipation se tiendra les 25 et 26 septembre et le jour du vote officiel est le lundi 3 octobre. Je laisse maintenant la place à mon collègue qui va vous parler de la deuxième partie de la soirée. Merci également à notre animateur, Paul-Yannick Laquer, qui a fait un excellent travail aujourd'hui. Merci beaucoup, Paul-Yannick. Donc, effectivement, c'est déjà la fin pour notre soirée. Pour ceux qui veulent continuer les discussions, je vous invite à rejoindre les candidats et les candidates à l'extérieur de la salle, dans l'Agora. Vous pourrez leur poser les questions de façon plus intime si vous voulez échanger avec eux. Sinon, j'aimerais ça aussi dire quelques mots, en fait, pour remercier les gens qui sont derrière ce débat-là, notamment, je pense à l'équipe du Conseil régional de l'environnement de Laval qui a donné un immense coup de main à l'organisation. Et pour finir, les gens du Collège Montmorency qui, encore une fois, sont d'excellents collaborateurs. Merci beaucoup encore une fois pour votre présence ce soir. Ça a été fort apprécié. Messieurs, dames, merci à vous aussi. On vous souhaite une bonne fin de soirée.